Ah. Mais alors, ça va bientôt commencer. J'ai envoyé normalement la caméra, mais il n'y a rien qui se passe. Donc, voilà, c'est bon. Nous sommes en direct et à l'antenne, comme on dit dans les bonnes maisons. Donc, mes chers collègues, monsieur le directeur général, monsieur le sous-directeur des affaires financières et générales, nous sommes très heureux de vous accueillir pour aborder avec vous les enjeux du patrimoine et de l'architecture, deux domaines qui connaissent une actualité particulière. Et je pense notamment à l'annonce des sites choisis pour bénéficier du produit du prochain loto du patrimoine et à l'occupation récente des écoles d'art et d'architecture. Et je ne doute pas que vous pourrez, sur ces sujets, nous apporter votre éclairage très précieux. Comme vous le savez, l'examen du budget de la mission culture par la Commission des affaires culturelles a cette année été l'occasion pour notre collègue Emmanuel Antoine, rapporteur pour avis, de se pencher plus particulièrement sur la question de la répartition territoriale des aides au patrimoine. Les députés ont en effet à cœur de défendre le patrimoine et ne manquent jamais de soutenir sa préservation. Ils se font en cela les relais des citoyens de leur circonscription pour qui la défense du petit patrimoine constitue souvent un élément de préservation de l'identité des territoires. Alors que les 18 sites régionaux destinés à recevoir les aides du loto du patrimoine viennent tout juste d'être dévoilés, on a pu observer l'importance du patrimoine religieux dans cette liste. Pouvez-vous revenir sur la procédure de sélection des sites et nous présenter un peu plus précisément le CRU 2023 ? Comment l'opération du loto de patrimoine est-elle complémentaire de l'ensemble des politiques menées en ce domaine par le ministère ? Et aussi une autre question, par ailleurs, dès lors que vous êtes directeur général des patrimoines et de l'architecture, j'aimerais également vous interroger sur la situation des écoles d'architecture qui vient de faire l'objet d'une demande d'évaluation au Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur par la Commission des finances de notre Assemblée. Et donc, les inquiétudes ayant motivé cette demande d'évaluation vous paraissent-elles justifiées ? La situation de la formation en architecture vous apparaît-elle satisfaisante en France ? Et pouvez-vous nous expliquer la crise que semblent traverser actuellement ces écoles ? Monsieur le directeur général, je vais vous laisser la parole maintenant pour une quinzaine de minutes avant que mes collègues ne vous posent plein d'autres questions. Donc, à vous. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs. Merci de m'accueillir dans cette commission pour me donner l'occasion de vous présenter ma direction générale et les enjeux auxquels elle est confrontée. Je vais le faire de façon assez générale. Je pense que ça suscitera de votre part, je l'espère, des questions auxquelles je répondrai avec plaisir. Donc la Direction générale des patrimoines et de l'architecture, c'est une des trois grandes directions métiers du ministère de la Culture, placée donc aujourd'hui sous l'autorité de Rima Abdul-Malak. Elle est née de la Revue générale des politiques publiques quand on a décidé de rassembler les services au sein du ministère. Je règne, entre guillemets, sur 4 pôles. Le patrimoine, qui comprend les monuments historiques, l'inventaire, l'archéologie, les musées, les archives et l'architecture. Donc un champ très large. Juste une idée du nombre de personnels qui sont mobilisés sur ces questions. 400 personnes en administration centrale, de très grande qualité. Des services à compétences nationales qui sont essentiellement des musées, 1400 personnes. Des DRAC, des services déconcentrés qui sont pour les 2/3 concentrés sur les questions patrimoniales, vous l'avez dit, très importantes dans les territoires, 2700 personnes. Et puis évidemment les établissements publics qui sont placés sous la tutelle de la Direction générale des patrimoines et de l'architecture, une quarantaine, dont 20 écoles d'architecture. Donc un ensemble très important, des textes anciens qui régissent l'ensemble de nos missions, des fonctionnaires très engagés. J'ai la chance de diriger une administration qui est composée d'experts, des conservateurs, des restaurateurs, des archéologues, des architectes, qui sont des gens qui sont vraiment des militants du patrimoine. Et des moyens importants, jamais suffisants bien sûr, mais importants, plus d'1 milliard qui ont été votés par le Parlement, et vous serez sollicités pour le budget 2024 bientôt. On est en train d'y travailler avec la direction du budget. Et des crédits, ce milliard ne rend pas compte de ce qu'on fait pour le patrimoine dans notre pays. La Cour des comptes l'a indiqué récemment. Il y a d'autres ministères qui, évidemment, portent la politique patrimoniale, et évidemment les collectivités territoriales. Alors, juste quelques axes pour vous mettre en appétit, si je puis dire. Je ne sais pas si ça sera le cas. Mais en tout cas, les enjeux auxquels nous sommes confrontés, je voudrais les résumer en 5 points.
D'abord, soutenir les acteurs du patrimoine. Ensuite, prendre le virage de la transition écologique. Sécuriser les provenances dans les collections publiques. Et puis, mener à terme toute une série de projets très emblématiques en région Île-de-France et dans les régions. Et enfin, apaiser les mémoires. Donc, je vais relativement vite sur ces différents axes. Soutenir les acteurs du patrimoine, ça a été évidemment extrêmement important avec le soutien du Parlement pendant la crise qu'ils ont connue. Je pense aux acteurs du patrimoine, c'est-à-dire les entreprises du patrimoine, les gens qui travaillent dans les entreprises sur les monuments historiques, par exemple, qui sont évidemment répartis dans toutes les régions, et que le plan de relance a permis de soutenir de façon très intense, ce qui fait qu'ils sont sortis de la crise, je ne dis pas en meilleure position qu'ils n'y étaient entrés, mais en tout cas, ça a permis de passer le cap et de redémarrer très vite. C'est le même soutien qui a été apporté à toutes les grandes institutions patrimoniales, je pense à tous les grands établissements publics, le Louvre, Pompidou, Versailles, qui ont été soutenus par des crédits publics pendant toute cette période. En France, on n'a pas licencié de personnel, on n'a pas vendu de collection et on a redémarré dès que la crise s'est terminée. Et c'est une grande différence par rapport à d'autres pays. Aux États-Unis, je crois qu'on dit qu'en général, il y a 10 à 15% des musées qui n'ont pas rouvert lorsque la crise s'est arrêtée. Donc en France, un grand soutien très puissant à travers ce plan de relance, évalué à 1 milliard d'euros. Donc une annuité complète du patrimoine a été répartie en 2 ans en plus pour soutenir l'ensemble des acteurs patrimoniaux. Aujourd'hui, notre préoccupation, c'est le retour à la normale, c'est la crise énergétique qui a succédé à la crise sanitaire, qui est moins violente, mais qui est présente. Et c'est un vrai sujet de préoccupation, l'inflation, mais je reviendrai sur tous ces sujets. Je donne quand même le chiffre de la fréquentation qui s'est effondrée pendant la crise du Covid. Moins 72% dans les musées et monuments, 72% en 2020, moins 67% en 2021. L'année qui s'est écoulée, moins 11%. Et on va revenir à la normale en 23, ce qui est quand même très, très réconfortant, mais je répondrai à toutes vos questions si vous en avez sur ce sujet. Prendre le virage de la transition écologique, c'est absolument fondamental, c'est une priorité du gouvernement, c'est une priorité que Rima Abdul-Malak a faite sienne parmi les 3 ou 4 qu'elle a annoncées dès qu'elle a pris ses fonctions. Donc elle va rendre public dans les jours et semaines qui viennent une feuille de route écologique pour l'ensemble du ministère qui entraînera la création, les médias et évidemment le patrimoine. Et on travaille, nous, à cette feuille de route depuis déjà longtemps. Alors je dirais juste, j'ai eu l'occasion de le dire ailleurs, le patrimoine, il est par nature écologique, parce que le patrimoine, c'est conserver, c'est évidemment être en ligne avec le zéro artificialisation des sols, puisqu'on conserve les matériaux, on réemploie des matériaux et on prolonge la vie de bâtiments qui existent. Donc, par nature, c'est écologique, mais on a quand même dû concilier cette politique, et tout est affaire d'équilibre entre protection du patrimoine et transition écologique, puisque la transition écologique pousse à l'installation, par exemple, de panneaux photovoltaïques. Et on a pris l'orientation, j'y reviendrai si vous le souhaitez, de travailler la main dans la main avec le ministère de la Transition écologique pour éviter que la pression sur la transition écologique ne se traduise par un retrait de l'avis conforme des ABF que vous connaissez bien et qui est pour nous un élément fondamental de la protection du patrimoine. Les ABF sont les gardiens du patrimoine et il faut absolument maintenir l'avis conforme quand il est prévu. Alors la tentation a été grande, vous le savez, dans un projet de loi qui a été finalement voté, de le mettre en cause et finalement ça n'a pas été le cas. Pourquoi ? Parce qu'on a travaillé avec nos collègues de la transition écologique, on a accepté nous-mêmes de, je dirais, lâcher du lest est peut-être une expression un peu rapide, mais en tout cas trouver des éléments de conciliation pour donner des instructions aux ABF en disant oui, on peut installer des panneaux photovoltaïques dans les centres anciens, il ne faut pas le faire n'importe comment, organisons la mise en place de ces panneaux et ça a été plutôt bien accueilli sur le terrain et finalement on a conservé l'avis conforme des ABF, ce qui était notre préoccupation. On travaille actuellement, là aussi j'y reviendrai, avec le ministère de la Transition écologique sur l'isolation thermique. Vous savez que les monuments historiques ne relèvent pas du DPE, mais le bâti ancien, oui, et donc ça pose des préoccupations. Et on voudrait, de la même manière, trouver ce point d'équilibre
entre la protection du patrimoine et la transition écologique. Donc vraiment, nous sommes dans le mouvement sur cette question. C'est pas simple, mais il faut trouver des solutions, sinon on est sur la défensive et c'est le patrimoine qui perd au bout du compte. La politique de l'architecture, j'en dis un mot parce qu'elle va exactement dans ce sens. Aujourd'hui, tout ce qui est véhiculé, je serai plus précis tout à l'heure en répondant à votre question, Madame la Présidente, sur la politique de l'architecture aujourd'hui, mais aujourd'hui, les mots-clés, c'est sobriété, réemploi, réhabilitation. On est maintenant passé dans une proportion beaucoup plus forte de réhabilitation plutôt que de construction neuve. Je crois qu'on est à 60% de réhabilitation. Et dans les écoles d'architecture, on travaille sur ces questions. D'ailleurs, la ministre a lancé récemment un prix pour les projets de fin d'études pour les étudiants, et tous ces projets axés sur la transition écologique. Et quand on regarde les albums des jeunes architectes qui sont un peu plus loin dans le cursus, ils sont tous axés sur la transition écologique. Aujourd'hui, c'est le mot d'ordre partout, transition écologique. Et là-dessus aussi, on a des projets communs avec le ministère de la Transition écologique. Troisième point, mener à leur terme des projets très importants dans les territoires à Paris. Je voudrais juste évoquer à Paris un gros dossier sensible qui est l'achèvement de la restauration du Grand Palais, parce que le Grand Palais doit accueillir des épreuves pour les JO. Donc on est extrêmement concentré sur ce défi que Roselyne Bachelot avait ajusté à l'été 2020, évidemment à juste titre. Et maintenant, on a un objectif très clair, permettre aux épreuves olympiques de s'installer dans le Grand Palais à partir d'avril 24. Et ça, c'est vraiment absolument fondamental. Donc ça, c'est le grand défi auquel on est confronté. Il y a un autre défi auquel nous serons confrontés, qui est la fermeture du Centre Pompidou pour restauration, qui va fermer en 25 avec des projets extrêmement importants. Là aussi, j'y reviendrai. Mais on a aussi beaucoup de projets en région, je voudrais le souligner. C'est un axe très fort de la politique patrimoniale. Évidemment, achever la restauration du château de Villers-Cotterêts, qui est voulu par le président de la République et qui va accueillir la Cité internationale de la langue française autour de l'été. La date n'est pas complètement fixée, mais on devrait y arriver. C'est aussi un gros défi qui a bénéficié aussi du plan de relance, une très belle restauration dans une région qui avait besoin du soutien de l'État, et un château qui partait à l'abandon. Donc ça sera une fierté pour notre pays que d'inaugurer le château de Villers-Cotterêts. Un dossier que vous connaissez peut-être moins, sauf les parlementaires issus de ce département de l'Aube, qui est le Clairvaux. Clairvaux est c'est une abbaye, vous le savez, c'est aussi une maison d'arrêt. L'administration pénitentiaire s'en retire cet été, et ça fait 2-3 ans qu'on est mobilisé aux côtés des élus pour essayer de trouver une réutilisation de ces monuments. C'est d'ailleurs un axe très fort de la politique que j'ai le plaisir et l'honneur de conduire, c'est de trouver de bons exemples de réemploi. En fait, le patrimoine, il a sans arrêt changé de main. Les grands monuments religieux sont devenus, à certaines périodes, des lieux d'éducation, des prisons, des maisons de retraite, des hôpitaux, et puis ça revient aujourd'hui, on les transforme en d'autres choses. C'est logique, c'est comme ça, c'est la vie des monuments. Mais à Clairvaux, on a un gros défi, 30 monuments historiques, 30 hectares, une zone qui est, par définition, c'est un monastère, donc éloigné de tout, magnifique, mais éloigné de tout, des travaux importants à conduire. Donc l'État investit pour montrer aux collectivités que nous sommes à leur côté, et on attend en septembre ou octobre de savoir si on aura trouvé un repreneur. On a lancé un appel à candidature, on a 3 candidatures, et on verra en septembre si on trouve un repreneur pour l'abbaye de Clairvaux. Nous travaillons beaucoup, c'est un autre exemple de volonté de travailler avec les collectivités territoriales sur le château de Gaillon, où là, on a une communauté d'agglomération qui est partante pour faire du château de Gaillon un pôle de rayonnement touristique. Château de Gaillon, c'est un lieu, un monument incroyable de la première Renaissance française. Il appartient à l'État. Et on est en train de discuter avec la collectivité pour voir comment elle peut se l'approprier, avec tous les guillemets qui vont bien. Est-ce que c'est un transfert de propriété? Est-ce que c'est une convention de gestion? On est en train d'y travailler. Voilà, je voulais citer Gaillon. Je cite aussi Pierrefitte, parce que Pierrefitte, c'est aussi important d'avoir en tête que les archives nationales vont s'étendre à Pierrefitte, qui est un lieu décentralisé pour les archives. Il n'y a pas qu'à Paris, il y a aussi Pierrefitte, et on a un gros projet d'extension à Pierrefitte.
Bien sûr, je ne peux pas ne pas dire juste un mot, mais vous me poserez peut-être des questions sur Notre-Dame. C'est quand même le grand défi pour la Direction générale des patrimoines, qui est le tuteur de l'établissement public qui a la charge de reconstruire Notre-Dame. On devrait arriver, le général vous l'a dit, à tenir l'échéance fixée par le président de l'année 24, la fin de l'année 24. Et donc, on est pleinement engagé aux côtés de l'établissement public dans le soutien, dans les discussions avec le clergé, avec le Centre des monuments nationaux. Il y a énormément de choses. Et puis, en contrepoint ou en complément, la ministre annoncera dans quelques jours, je pense, le plan sécurité cathédrale. Plus exactement, elle ne l'annoncera pas, elle fera un point d'étape sur ce plan sécurité cathédrale parce qu'il a été lancé un an après l'incendie de Notre-Dame et il est déjà pleinement opérationnel, mais on l'amplifie en ce moment en développant les mesures pour sécuriser les 87 cathédrales qui appartiennent à l'État. Quatrième point, je vais vite, pardon Madame la Présidente, je ne veux pas être trop long, sécuriser les provenances des collections publiques. Énorme dossier pour la Direction générale des patrimoines, vous allez l'avoir en tête très vite, avec 2 chantiers. D'abord, faire en sorte qu'on ne laisse pas entrer dans les collections publiques des objets dont la provenance est douteuse, dont l'authenticité n'est pas attestée ou dont la provenance est contestable. Et puis restituer, c'est un autre mouvement, à leurs propriétaires les objets qui n'auraient pas dû entrer dans les collections publiques. Ça, c'est ces 2 mouvements qui obligent les musées aujourd'hui à travailler sur les provenances, sur la provenance des collections publiques. La première préoccupation, elle est née, vous vous en souvenez, en 2017 de l'affaire des faux meubles de Versailles. On a été confronté à de faux objets. Et puis, tout récemment, on a été confronté avec l'affaire du sarcophage d'Abu Dhabi, du musée du Louvre d'Abu Dhabi, à des fausses provenances. Les objets sont bons, vrais, authentiques, mais les certificats de provenance sont faux, et donc on n'a pas la certitude que ça vient on n'a pas la traçabilité. Donc on est confronté à une évolution de la délinquance dans le trafic des œuvres illicites. Et il faut absolument que nos musées se prémunissent contre ces dangers qui sont tout à fait réels. On l'a vu avec la mise en examen de l'ancien président du Louvre dans l'affaire d'Abu Dhabi. Ça a été un vrai traumatisme pour les musées et une vraie incitation à travailler encore plus qu'on ne le faisait avant sur les provenances. Et puis, du coup, la ministre Rima Abdul-Malak a confié à 3 personnalités le soin de lui faire des propositions qui ont été remises en novembre dernier. Et un grand travail de ma direction générale, c'est aujourd'hui de mettre en place un plan d'action qui concerne à la fois le ministère de la Culture. Il faut qu'on accentue les formations initiales, continues des conservateurs, revoir le code de déontologie, les procédures, je ne développe pas. Il y a 47 mesures, évidemment. Et puis aussi sécuriser la chaîne d'acquisition parce que sont en cause les experts, les commissaires-priseurs, les maisons de vente. Les musées, au fond, reçoivent des propositions, mais avant, il y a toute une série de professionnels qui doivent vérifier que les objets qu'ils ont entre les mains sont authentiques, ont des provenances qui sont certifiées. Et donc, on va travailler aussi, cette fois en interministériel, avec le ministère de la Justice, avec le ministère des Finances, avec les douanes, pour mettre en place des dispositifs qui sécurisent autant qu'on peut l'entrée dans les collections publiques. Et puis je voulais aussi citer évidemment la grande question de la restitution des œuvres d'art, qui est un sujet qui existe dans notre ministère déjà depuis longtemps, notamment pour les biens qui ont été spoliés à des personnes juives pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est un sujet qui a été pris en charge déjà depuis longtemps, mais ce sujet a pris une actualité nouvelle avec le discours du président de la République à Ouagadougou, qui a demander qu'on travaille à la restitution d'objets aux pays africains. Une étape supplémentaire a été franchie en 2021 lorsque le président a présidé une cérémonie de remise d'une grosse vingtaine d'objets au Bénin, où là, il a demandé à Jean-Luc Martinez de lui faire des propositions pour une loi cadre. Une loi cadre qui encadre, comme son nom l'indique, le processus de restitution. Donc, il sera soumis au Parlement, qui définira les critères, et ensuite le pouvoir exécutif. Oui, alors, voilà, on y reviendra. On y reviendra, mais en tout cas, c'est le point de départ d'un travail nouveau qui va donc vous être soumis. En tout cas, aujourd'hui, il y a un grand chantier législatif qui est engagé avec 3 lois
cadres qui vont, d'une manière ou d'une autre, vous être soumises. La première est une loi qui reprend les questions de spoliation aux personnes juives. On ne part pas de rien parce qu'on a déjà une expérience très, très importante au sein du ministère sur ces questions. On a une commission interministérielle qui œuvre à ces questions. On a déjà procédé à des restitutions. Il y a eu une loi importante en février 2022 qui était la première loi qui permettait des restitutions. Le Parlement a autorisé des restitutions. Avant, on n'a jamais été confronté qu'à des cas de ce qu'on appelle en technique des objets MNR, c'est-à-dire qui n'étaient pas officiellement entrés dans les collections publiques et dont la provenance était douteuse, et on les rendait parce qu'ils n'étaient pas rentrés dans les collections publiques. On n'avait pas besoin de toucher au principe d'inaliénabilité. Là, en revanche, on a eu une loi en 22 qui a permis la restitution d'une quinzaine d'objets. J'en ai moi-même remis un tableau de Chagall à des descendants de personnes qui venaient d'Israël pour le récupérer. Un autre projet de loi, un autre véhicule législatif qui prendra la forme d'une proposition de loi sur les restes humains qui devrait être présenté par Catherine Morin-Desailly au Sénat. C'est donc ce sujet des restes humains qui a été traité de façon plus récente au sein du ministère. On a quelquefois eu autrefois des réticences sur la restitution de ces restes humains. Aujourd'hui, elles ont totalement disparu et on considère qu'il faut, lorsque certaines conditions sont remplies, rendre ces objets. Et puis, le dernier point, c'est la réponse à la demande du président de la République, la restitution de biens culturels aux pays africains, qui a fait l'objet d'un rapport de Jean-Luc Martinez, qui va être remis au ministre des Affaires étrangères et au ministre de la Culture, et qui fera l'objet d'un projet de loi. Voilà, un vaste chantier. Le dernier point que j'évoque, c'est apaiser les mémoires. C'est un sujet très, très important qui tourne beaucoup autour des archives. On a fait beaucoup ces dernières années, en tout cas depuis 2018-19, pour rendre l'accès plus facile aux archives. Il y a eu une grande loi que vous avez votée, qui est la loi du 30 juillet 21, qui prévoit que, sauf exception, le déclassement est automatique des documents qui sont classifiés. Pour les chercheurs, pour les historiens, c'est une loi fondamentale parce que lorsqu'ils sont confrontés à des documents qui ont une protection particulière, si le délai est échu, il n'y a plus besoin de demander à l'autorité qui a émis le document, il n'y a plus besoin de le déclassifier matériellement, c'est automatiquement déclassifié. Donc ça, c'est un progrès considérable pour la recherche. C'est une loi que vous avez votée. On a aussi publié des guides pour aider les chercheurs, des guides sur les disparus de l'Algérie, les harkis. On va en publier un cette année sur les rapatriés. Et puis je voulais juste évoquer l'ouverture anticipée de fonds d'archives. Les fonds sont mis à disposition passé un certain délai. Mais on peut parfaitement décider d'ouvrir par anticipation des fonds. Ça a été beaucoup fait ces dernières années dans le cadre de la guerre d'Algérie pour les disparus. Ça a été fait également pour le Rwanda parce qu'il y a eu une commission qui a travaillé sur ces questions et on a rendu accessible par anticipation des documents concernant le Rwanda. On a rendu accessible par anticipation des documents sur les essais nucléaires en Polynésie, donc des sujets extrêmement sensibles sur le procès de Maurice Papon. Et on devrait travailler dans les mois qui viennent sur les archives de Paul Touvier, sur encore des archives concernant l'Algérie, les réfugiés politiques espagnols. Et puis, il y a une commission qui est mise en place sur le Cameroun et probablement on donnera accès par anticipation à des documents d'archives supplémentaires. Et puis je voudrais juste évoquer un projet de création d'un lieu nouveau qui ne concerne pas que le ministère de la Culture, qui est le projet du musée mémorial du terrorisme qui devrait trouver place à Suresnes, dans l'école de plein air, et qui est un sujet qui mobilise le ministère de la Culture aux côtés d'autres ministères, et notamment le ministère de la Justice, qui a proposé ce sujet et qui devrait voir le jour dans deux ans, je pense. J'ai plus exactement la date en tête. Voilà, je voulais simplement terminer en vous disant que j'espère vous avoir montré par ces quelques axes, qui ne sont qu'une toute partie de l'activité de ma maison, que le patrimoine n'est pas figé, le patrimoine n'est pas statique. Le patrimoine est perméable aux grands courants de la société. Le numérique, la territorialisation, la participation des citoyens, la transition écologique, tous ces grands phénomènes de société ont un impact sur les politiques que j'ai la chance de conduire sous l'autorité de la ministre.
Et nous-mêmes, en étant aux avant-postes, je vous le disais tout à l'heure, le patrimoine, il est écologique par essence. Donc on est quelquefois en avance sur certains sujets. Évidemment, on n'est pas en avance sur tout, et je suis prêt à répondre à vos questions sur le reste. Voilà. Merci. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Vous avez dressé un large panorama, mais je suis convaincue que vous avez mis en appétit l'ensemble des collègues qui maintenant vont vous poser les questions. Donc, pour les orateurs de groupe, nous allons commencer par Fabienne Colbock pour Renaissance. Merci, Madame la Présidente. Alors, je vous remercie, Monsieur Hébert, d'être présent ce matin pour nous partager votre attachement au patrimoine, symbole de notre culture française. Le patrimoine rencontre aujourd'hui de nombreux défis, et notamment celui de la transition écologique, vous en avez parlé, qui est une feuille de route très attendue par la ministre. Et au-delà de l'amélioration du bilan énergétique des monuments historiques, l'enjeu concerne l'ensemble du bâti ancien, soit 30% du parc de logements en France. Cela s'ajoute le défi du nouveau calcul de diagnostic de performance énergétique ne prenant pas en compte les spécificités des bâtis les plus anciens. Nous devons alors pouvoir concilier protection du patrimoine et transition écologique. Ensuite, dans un aspect plus professionnel, ce sont les métiers d'art et du patrimoine que nous devons protéger. Pour cela, la ministre de la Culture a annoncé la mise en place d'un plan spécifique afin de valoriser ces métiers, métiers auxquels je suis particulièrement sensible, car moi-même, dans ma circonscription, avec une maire de Villaines-les-Rochers et le fonds de dotation d'Agnès B, nous mettons en place une maison du savoir-faire afin de valoriser ces métiers et de les transmettre. On travaille aussi autour de l'éducation et de la formation, et qui sera inauguré début mai, auquel je vous invite volontiers. Je vous avais parlé aussi des lois cadres, un sujet sur les restitutions, un sujet qui me tient particulièrement à cœur puisque j'y ai travaillé sur le mandat précédent. Mais là, je vais vous interroger plus spécifiquement sur l'initiative de Raphaël Gérard, notre collègue. Nous avons sur le métier de conservateur restauration. Nous avons à son initiative, avec plusieurs membres de cette commission, nous avions déposé une proposition de loi visant à créer un véritable titre protégé de conservateur-restaurateur, à l'instar de nombreux États européens comme la Grèce et l'Italie, qui encadrent l'utilisation de ce titre professionnel afin de garantir la qualité des procédures d'intervention visant à protéger, conserver et mettre en valeur les biens culturels et ainsi renforcer la protection du patrimoine historique et artistique national. En effet, en favorisant une meilleure reconnaissance de la profession de conservateur-restaurateur sur son niveau de formation, voilà, nous avons l'opportunité de clarifier l'écosystème du secteur de la restauration afin de favoriser la mobilisation et l'articulation de toutes les compétences. Merci, je voulais savoir, Monsieur le Directeur, ce que vous en pensez de cette proposition de loi. Merci, Madame la députée. Pour le Rassemblement national, Lisette Paulet. Merci Madame la Présidente. Monsieur Hébert, merci pour votre présentation très claire et précise. La Direction générale des patrimoines et de l'architecture est donc en charge de la conservation et de la protection du patrimoine culturel et naturel de la France, y compris des églises et des monuments religieux. Nos églises sont en effet considérées comme des joyaux du patrimoine culturel et historique français en raison de leur architecture, de leurs œuvres d'art, de leurs objets liturgiques et de leur histoire. Il est donc naturel de veiller à leur préservation, à la restauration de ces édifices religieux. Lors de l'émission C'est à vous proposée par France 5 le jeudi 5 janvier, l'ancienne ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a tenu des propos qui n'ont pas manqué de susciter de véhémentes protestations. Il y a un patrimoine culturel du XIXe siècle qui n'a pas grand intérêt, a-t-elle assuré sur le plateau. Sauver ce patrimoine devrait, selon Roselyne Bachelot, résulter de la mobilisation de citoyens ou de fidèles pour permettre à l'État de se recentrer sur un patrimoine notoire. Êtes-vous d'accord avec ce qu'elle avance? Merci. Merci Madame la députée. Pour LFI NUPES, Sarah Legrain. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Directeur général des patrimoines et de l'architecture, la France compte 20 écoles nationales supérieures d'architecture. Ils sont formés nos futurs architectes, ceux qui demain vont restaurer, mais aussi construire notre patrimoine, ceux qui vont bâtir notre planification écologique, ce dont dépend l'indispensable adaptation de nos bâtiments d'hier et de demain au dérèglement climatique et aux enjeux de sobriété que vous-même avez abordés. Bref, ceux qui sont si essentiels à l'avenir de notre patrimoine, mais aussi au patrimoine à venir. Or,
la France est le pays d'Europe qui recense le moins d'architectes inscrits à l'ordre, et l'âge moyen des architectes en France est de 51 ans. Ça devrait donc nous préoccuper. Ce qui devrait surtout nous préoccuper, c'est que sur ces 20 écoles nationales, 20 sont mobilisées. Vous avez bien entendu, 100% des écoles nationales d'architecture sont aujourd'hui en lutte. Pourquoi donc? Je suis allée à la rencontre des étudiants et des professeurs de l'école de Belleville, qui est dans ma circonscription. Ils m'ont parlé d'un manque d'enseignants, malgré les promesses de création de postes lors du protocole de 2017. Ils m'ont parlé de postes précaires. J'ai rencontré une étudiante vacataire sans contrat de travail, au paye dérisoire et toujours en retard. Et à l'école de la Villette, alors là, c'est carrément, toujours dans ma circonscription, de l'amiante dans les plafonds et des fuites dans les toitures. À Rouen, l'école a été obligée de reporter d'une semaine sa rentrée de février, notamment à cause d'un déficit de 680 000 € lié à l'explosion du coût de l'énergie. Ce lundi 13 mars, ces écoles se sont rassemblées devant le ministère de la Culture. Une délégation des écoles d'architecture a été reçue, mais est ressortie sans aucune garantie. La ministre de la Culture n'a pas eu un mot public concernant cette urgence et je constate qu'alors que la présidente vous a posé d'entrée de jeu cette question, ce que je salue, vous n'avez pas franchement répondu. Par contre, cette même semaine, on a eu une belle communication du ministère sur le loto du patrimoine avec la liste des 18 sites qui ont eu la chance d'être sélectionnés. Énorme coup de peau pour ces 18, alors que plus de 700 sont signalés en péril. Donc si je saisis bien, on a d'un côté, on ne répond pas aux futurs bâtisseurs de notre patrimoine dont les écoles tombent en ruine, et de l'autre, on débourse 3 millions d'euros en opération de communication pour Stéphane Bern et la Française des Jeux. Alors, monsieur le directeur général des patrimoines et de l'architecture, j'ai une question bien simple. Quand il s'agit de sauver et de prolonger notre patrimoine, qui de Stéphane Bern ou des étudiants architectes est le plus utile à vos yeux? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Pour les Républicains, Isabelle Périgot. Merci Madame la Présidente et merci Monsieur le Directeur d'être devant nous aujourd'hui pour parler de ces sujets qui intéressent bien évidemment les Français, mais également et surtout les collectivités territoriales. La Direction générale des patrimoines et de l'architecture a pour mission de veiller à la promotion de la qualité architecturale et paysagère, mais également à un meilleur cadre de vie pour nos concitoyens. Les attentes des Français en la matière sont extrêmement fortes et attendent des pouvoirs publics qu'ils puissent travailler en transversalité sur ces questions. En effet, selon une étude de Kantar Public pour l'Ordre des architectes d'Île-de-France, pour ne prendre que l'exemple de cette région dont je suis parlementaire, à l'heure de la ville inclusive, 46% des franciliens avouent rencontrer des difficultés à se loger et c'est particulièrement le cas pour les moins de 35 ans. Si 85% se disent satisfaits de leur logement dans cette région, des améliorations du cadre de vie sont attendues. L'attachement aux villes reste fort et la population a besoin de se projeter, de s'y sentir bien. Penser l'architecture et l'urbanisme, c'est aussi penser à l'offre de transport, de l'amélioration des espaces publics, à la quantité d'espaces verts ou au développement des commerces de proximité. Comment, au sein de votre direction, Monsieur le Directeur, travaillez-vous en cette coordination et pouvez-vous nous expliquer comment les projets sont-ils co-construits? Toujours dans cette même enquête, 61% des franciliens estiment que les pouvoirs publics ne sont pas assez attentifs à la qualité de leur logement. Ils pointent notamment les aides insuffisantes pour la rénovation de leurs habitats. Nous savons que l'État a fait des efforts en la matière, mais les difficultés rencontrées par les citoyens, notamment avec le délai de paiement de la prime rénov', sont nombreux et seulement 5% ont fait appel à des aides publiques depuis ces 2 dernières années, preuve d'une méconnaissance de ces aides. Alors, est-ce que ce type de constat vous incite à travailler en collaboration étroite et constante avec le ministère du Logement, de la Transition écologique et leur déclinaison territoriale, afin de porter à la connaissance des Français l'action des pouvoirs publics? Ne pensez-vous pas qu'il faille entreprendre une campagne à nouveau de communication un peu plus aboutie, des accompagnements à la constitution et au suivi des dossiers, afin que tous les Français aient accès à ces aides? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Pour les démocrates, Sophie Mette. Allez, pardon, Madame Bannier, alors. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Directeur Général, ma question concerne le patrimoine rural non protégé. C'est ce patrimoine qui fait le charme de nos bourgades et villages ruraux et il est bien souvent l'élément architectural majeur, voire unique, qui fait la particularité des communes et les distingue. Mais entretenir ce patrimoine coûte très cher. Je viens d'une commune qui a la chance d'avoir sur son sol une jolie petite église, 1851, non classée. Malheureusement, le budget de 400 000 € de la commune est sans commune mesure avec les 2 millions d'euros estimés et nécessaires à la rénovation de cet édifice. Lieu de culte ou bâtiment maintenant désacralisé, à vocation culturelle parfois, l'intérêt de ces édifices ne fait localement pas l'ombre d'un doute, pour peu qu'ils ne soient pas déjà en trop mauvais état.
La mission patrimoine du PLF 2023 alloue 50% du loto du patrimoine au patrimoine non classé, encouragement à le préserver et encouragement aussi aux conseils municipaux qui choisissent courageusement de garder ces bâtiments. Pouvez-vous revenir sur les actions envisagées afin de préserver précisément le patrimoine non classé des petites communes rurales ? Merci Madame la députée. Mes chers collègues, juste si on pouvait un peu mieux s'écouter, ce serait super sympa. Donc pour Horizon et Apparentés, Jérémy Patrier-Letus. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Directeur Général, je vous remercie de venir nous présenter les actions de votre direction et leur déclinaison territoriale. Nous avons eu le plaisir de travailler ensemble lorsque je travaillais pour le général Georges Lain au sein de l'établissement public chargé de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et je veux dire devant mes collègues que la France a la chance d'avoir de grands commis de l'État comme vous, qui ont la passion du patrimoine chevillée au corps et une expertise que de nombreux pays nous envient. Je veux également saluer l'ensemble des agents du ministère de la Culture et de ses opérateurs qui se battent au quotidien avec détermination pour préserver et valoriser notre patrimoine. Alors je veux bien que mes collègues de la France insoumise opposent tout en permanence, mais je vais vous dire, madame, chers collègues, on a la chance d'avoir à la fois le ministère de la Culture, d'avoir la Fondation du patrimoine, d'avoir Stéphane Bern qui travaille de manière bénévole, et il faut le rappeler. Et ce n'est pas un coup de com'. Le loto du patrimoine, c'est 125 millions d'euros récoltés en 5 ans et plus de 400 lieux patrimoniaux. 125 millions d'euros récoltés en 5 ans et plus de 400 lieux patrimoniaux. Ça n'enlève rien à l'architecture, mais arrêtons d'opposer les gens et les uns aux autres en permanence. Alors ma question, parce que j'y arrive, monsieur le directeur général, avec plus de 45 000 monuments historiques inscrits ou classés, le patrimoine est au cœur de notre identité. Il façonne nos paysages, nos territoires, et je voudrais dire 2 mots sur le patrimoine religieux qui souffre. Et nos collègues sénateurs ont conduit une mission d'information tout à fait passionnante qui alerte sur l'état de notre patrimoine religieux. Je voudrais notamment axer ma question sur les cathédrales, sur les 150 cathédrales qui appartiennent à l'État, 87, sur les 54 cathédrales, que compte la France, 87 appartiennent à l'État. Les autres sont la propriété des communes. Pour des communes comme Lisieux, dont je suis le député, mais je pense aussi à la cathédrale de Laon, c'est trop lourd en termes de financement, mais également en termes d'ingénierie. Est-ce que la reprise en propriété par l'État de ces cathédrales pourrait être une option que nous pourrions examiner, monsieur le directeur ? Merci, monsieur le député. Pour Écologiste NUPES, Jean-Claude Roux. Merci Madame la Présidente. L'acronyme ENSA ne correspond plus tant à École nationale supérieure d'architecture qu'à École nationale sans argent, d'après les slogans qu'on peut lire sur les pancartes des mobilisations pour les défendre. Et ce, depuis presque 2 mois. 2 mois que les enseignements ne se déroulent plus normalement, 2 mois qu'étudiants et professeurs alertent, s'unissent et se mobilisent. Ces établissements sont en déficit à tel point qu'ils sont incapables de financer les actions pédagogiques, même les plus basiques, incapables de trouver des remplaçants pour assurer la continuité des cours ou de soutenir les services administratifs, eux aussi en souffrance. L'État français dépense 10 500 € par mois pour un étudiant à la fac, 14 000 € pour une étudiante en prépa ou en école d'ingénieur, et seulement 8 500 € si vous êtes en école d'architecture. Les écoles, ces ENSA low cost, sont activement mobilisées contre la dégradation des conditions d'études et de travail et pour des moyens budgétaires enfin adaptés à la bonne conduite des missions d'enseignement supérieur. Pourtant, l'article 1er de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture rappelle que ces interventions sont d'intérêt public. Intérêt public encore plus primordial dans un monde où préserver l'environnement est devenu un enjeu majeur. Le secteur du bâtiment, on le rappelle, produit 40% des gaz à effet de serre et détruit des ressources non renouvelables. L'architecte a en main des solutions d'adaptation et d'atténuation au changement climatique, éco-conception des bâtiments, réhabilitation thermique des logements et bâtiments existants, gestion des matières premières et j'en passe. Seulement voilà comment répondre à ces exigences environnementales alors que les conditions d'enseignement sont si dégradées qu'elles empêchent les futurs professionnels d'être dûment formés. Alors que des pans entiers du territoire national souffrent déjà d'un manque d'architectes, il est primordial de sauver cette profession dont les savoir-faire sont, j'insiste, d'intérêt public. Alors mes questions sont les suivantes. Comment votre direction générale peut-elle se mobiliser, elle aussi, pour répondre aux attentes des étudiants, étudiantes et des enseignants, enseignantes actuellement en lutte ? Et quelle stratégie pouvons-nous mettre en place pour inverser la courbe d'investissement nécessaire au bon fonctionnement des écoles ? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Pour GDR NUPES, Soumia Bourouard. Merci Madame la Présidente.
Merci, Monsieur le Directeur général des patrimoines et de l'architecture, pour l'exposé que vous venez de nous présenter. Je souhaite vous interroger plus particulièrement sur la préservation d'un patrimoine dont l'entretien, la conservation, la restauration incombent bien souvent à des municipalités et qui n'ont que peu de moyens et doivent parfois faire des arbitrages difficiles en repoussant des actes de préservation pourtant impérieux pendant de nombreuses années. Ce patrimoine étant rarement inscrit comme patrimoine historique classé, les leviers de financement sont donc moins nombreux. En milieu rural, mais pas seulement, il existe un patrimoine vernaculaire qui disparaît malheureusement, faute d'entretien. Je pense aux lavoirs, calvaires, ponts, ouvrages hydrauliques, et également de nombreux lieux de culte qui sont en péril, particulièrement les églises. Or, tous ces monuments sont des témoignages de notre histoire. Ils participent à la construction d'une mémoire collective, à la qualité d'un cadre de vie qu'il nous faut impérativement préserver. La défense du patrimoine, je l'ai entre guillemets modeste, est intéressante et porteur d'enjeux éducatifs, citoyens, culturels, environnementaux, financiers et parfois porteurs de création d'emplois. Les efforts que vous mettez en œuvre pour préserver les grands monuments ne doivent pas éclipser un patrimoine plus diffus, mais plus présent sur tout le territoire et tout aussi important que les Français et les Françaises sont attachés à leur histoire. Pour rénover notre patrimoine commun, l'État a choisi depuis plusieurs années de s'appuyer plutôt sur des acteurs privés que sur des fonds publics via des mécènes ou des allègements d'impôts, par exemple. Et les citoyens et les citoyennes sont même mis à contribution à travers le loto du patrimoine. La question est financière, mais elle est aussi en termes d'ingénierie et d'expertise. Les DRAC doivent avoir plus de moyens pour accompagner les collectivités et particuliers dans l'entretien et la valorisation du patrimoine local. C'est pourquoi je souhaite avoir votre regard sur ces sujets précis et quelles sont les pistes intéressantes sur lesquelles nous pourrions travailler. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Monsieur le directeur général, ça va être à vous pour répondre à cette première série de questions. Et sachez qu'il y a à peu près encore une vingtaine de collègues derrière qui souhaitent vous interroger. Donc, si vous n'avez pas une exhaustivité dans les réponses, nous ne vous en voudrons pas. Nos collègues compléteront leurs questions. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci à tous de vos questions. Je vais être rapide, mais essayer de répondre à plusieurs d'entre vous, évidemment. D'abord, je vais commencer par les écoles d'architecture, puisque c'est un sujet évidemment très important. Il a été évoqué par deux intervenants. Le sujet, on le sait, est né de difficultés ponctuelles à Rouen, où on a dû repousser d'une semaine la reprise des cours, tout simplement parce que le service formation, les arbitrages qui avaient été faits à l'intérieur de l'école, faisaient que le service formation connaissait sur 4 personnes 3 congés maternité, donc difficulté à organiser la rentrée qu'on comprend bien. On a d'ailleurs reçu l'école de Rouen pour trouver dans l'urgence des moyens de remédier à cette difficulté. Et ensuite, il y a eu l'affaire de la Villette, avec le sujet que vous évoquez de la nécessité qu'on connaît bien d'un jour pouvoir créer un nouvel établissement pour cette école qui a bénéficié l'année dernière de l'inauguration à laquelle j'étais, d'ailleurs, de locaux très très beaux à proximité du site historique de la Villette, mais c'est sûr que ce n'est pas suffisant. C'est un moyen supplémentaire qui a été accordé à l'école, mais on doit travailler à un projet qui permette la réinstallation de cette école. Et puis ensuite, il y a eu ce mouvement de solidarisation que vous avez évoqué, qui fait qu'aujourd'hui, dans le contexte délicat que nous connaissons aujourd'hui, les écoles sont toutes solidaires de ce mouvement. Moi, je voudrais juste rappeler que lorsque la décision a été prise de leur donner l'autonomie, de les rapprocher du système universitaire, ce qu'aujourd'hui personne ne conteste, les décideurs de l'époque n'ont sans doute pas donné à ces écoles, qui sont en plus de toutes petites unités, les moyens de leur fonctionnement. Ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on reconnaît parfaitement, et on le reconnaît tellement qu'on a sollicité des rapports de l'inspection générale du ministère de la Culture. Il y a eu 2 rapports extrêmement importants qui ont été rendus il y a 3 ans
Un qui a fait le point des moyens dont disposent ces écoles, et le second a travaillé beaucoup plus sur les perspectives du nombre d'architectes nécessaires dans notre pays, comment est-ce qu'on se situait par rapport aux autres, essayer de donner un avenir, et travailler aussi sur un sujet très important pour les étudiants, qui remonte encore aujourd'hui, mais qui est moins prégnant qu'autrefois, la question de la charrette. Il y avait effectivement quelques abus dans certaines écoles, et de la part des étudiants, le souhait qu'on calme le jeu, ce qui a été fait avec un plan santé qui a été mis en place il y a maintenant 1 an et demi. Donc, à partir de tous ces rapports, c'est ça que je voulais vous répondre, on a mis en place un plan d'action, et chaque année, depuis 2020, on améliore la situation des écoles. On crée des postes en liaison avec le ministère de l'Enseignement supérieur. On améliore la rémunération des enseignants. Il y avait hier une discussion avec les syndicats pour des textes qui vont être présentés dans nos instances ministérielles et qui vont ensuite être publiés et qui vont améliorer la rémunération, notamment des contractuels. Moi aussi, je vais dans les écoles et je trouve la situation des contractuels anormale. Ils ont des rémunérations qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'elles devraient être. Mais on s'est saisi du sujet. Vous avez voté des crédits dans le budget 2023. On est en train de fabriquer les textes qui vont permettre de verser ces sommes au personnel. Ce que je voulais juste vous dire, c'est que je ne suis pas en train de vous dire la situation est merveilleuse. Il y a forcément dans les 20 écoles des difficultés qui ne sont pas de même nature d'ailleurs. Mais on est en train de résoudre ce problème année après année avec la volonté d'arriver à les mettre à un bon niveau. Il y a eu tout un débat, je ne vais pas rentrer trop aujourd'hui là-dessus, sur le montant investi par l'État par étudiant. Il y a un chiffre qui n'était pas juste, qui a d'ailleurs été alimenté par le ministère dans une certaine mesure il y a 2 ans, de 8 000 et quelques euros par étudiant. On a refait les calculs, on est au même niveau que les étudiants en moyenne pour l'ensemble. Et ça c'est important parce que les étudiants qui défilent disent mais on n'est pas bien traité par l'État qui ne finance pas. C'est faux de ce point de vue-là. Alors je suis conscient, et je m'en tiens là, que de donner une lumière sur l'effort qui est fait n'est pas forcément satisfaisant. La difficulté à laquelle on est confronté aujourd'hui, elle est beaucoup plus large que ça. Elle est cette espèce d'inquiétude sur la place de l'architecture dans notre société, sur les débouchés que vont avoir nos étudiants. En même temps, on a des statistiques qui montrent qu'ils trouvent un emploi pour un très grand nombre d'entre eux. Mais il y a énormément de questions qui remontent à l'occasion de cette crise. On en est conscient. Et je voulais juste vous dire, on essaie de traiter le mieux possible les choses année après année. Et la ministre vous présentera, j'espère si la direction du budget et les arbitrages nous sont favorables, un nouveau train de mesures pour 2024. Donc c'est un continuum et je pense qu'on va réussir à les remettre à bon niveau. Voilà ce que je voulais vous dire sur les écoles d'architecture, en ne niant pas les difficultés, mais en disant qu'on est à l'écoute des uns des autres. Moi, je vais recevoir encore des délégations vendredi, à la fois de Rouen et de la Villette. Sur le patrimoine religieux qui a été évoqué à juste titre par beaucoup d'intervenants, je voulais vous dire plusieurs choses parce que il y a des niveaux très différents. D'abord, on a la chance d'avoir ces 44 000 monuments qui sont protégés, à la fois classés et inscrits. On y consacre des crédits très importants. Le plan de relance en a rajouté d'ailleurs beaucoup, ce qui a permis de sauver un grand nombre d'entreprises qui travaillent sur le patrimoine. Donc on a gardé notre capital. Quelqu'un parlait des métiers. C'était vraiment très important de préserver ce patrimoine. Donc on a une action très forte sur le patrimoine protégé, puisqu'on peut apporter des aides à hauteur de 20% pour les inscrits, 40% ou plus pour les classés, vous le savez, c'est le principe. On a créé un outil, c'est Françoise Nyssen qui l'a fait, qui s'appelle le Fonds d'intervention patrimoniale, d'incitation pour le patrimoine, qui est un outil très intelligent, je trouve, à l'usage, qui prévoit que lorsque les régions décident d'aider un patrimoine protégé, on est toujours dans le patrimoine protégé, si la région met 15%, l'État peut aller beaucoup plus loin que ce qu'il fait habituellement, c'est-à-dire ça peut aller jusqu'à 80% pour les patrimoines inscrits. Depuis 2018, avec ces crédits, on a aidé 700 projets. C'est beaucoup plus que la mission Berne. Donc c'est un outil extrêmement performant. Vous avez d'ailleurs voté l'année dernière une augmentation de 2 millions de ce fonds et je proposerai à la ministre de l'augmenter encore parce que, je ne sais pas si vous l'avez déjà pratiqué, mais dans les régions, il est devenu un outil extrêmement important et très utile. Et d'ailleurs, la ministre réfléchit à éventuellement le départementaliser, c'est-à-dire éventuellement proposer au département de mettre au pot. Il y a un effet de levier très considérable.
La région met et l'État va plus loin que ce qu'il fait d'habituellement. Et on proposerait éventuellement au département de le faire. Certains le font déjà. Ça, c'est pour le patrimoine protégé. Un mot des cathédrales. Je profite lâchement de ce que M. Patriez Latus, je ne vais pas Oui. n'est pas là pour nous dire que je ne vais pas aujourd'hui annoncer à la représentation nationale qu'on va reprendre les cathédrales qui n'appartiennent pas à l'État. On a déjà beaucoup à faire avec l'entretien des 87 qui sont dans notre gironde, donc je regrette. Mais voilà, on peut travailler sur les cathédrales qui appartiennent évidemment aux collectivités. C'est un vrai sujet que je ne nie pas, parce que le poids est évidemment très important, mais on trouve à ce moment-là d'autres voies pour soutenir dans le cadre des crédits habituels, je dirais. Je ne pense pas que l'heure soit venue d'intégrer dans le patrimoine de l'État des cathédrales qui n'y sont pas juridiquement aujourd'hui. Un petit mot peut-être du patrimoine qui n'est pas protégé, parce que c'est vrai que c'est un souci, mais en même temps, je suis bien obligé de rappeler à la représentation nationale qu'en 2004, il y a une loi qui a transféré les crédits que l'État consacrait à ce patrimoine non protégé au département. Il y a une loi qui a confié au département la responsabilité de ce patrimoine. Aujourd'hui, ce patrimoine, il peut être aidé par des fonds que détiennent les préfets, avec deux dotations, vous connaissez très bien comme élus, la dotation de soutien à l'investissement local et la dotation d'équipement des territoires ruraux. Alors, ce n'est pas à la hauteur des besoins, je suis évidemment conscient de ça, mais ce sont des crédits qui existent, et encore une fois, la responsabilité a été transférée en 2004 au département. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour ce patrimoine non protégé qui, évidemment, est au cœur de notre patrimoine aujourd'hui? Eh bien, on retrouve les outils que vous avez évoqués vous-même, Madame la Présidente. On retrouve la Fondation du patrimoine, et heureusement qu'elle est là, parce qu'elle lève des fonds pour soutenir ce patrimoine, petit patrimoine, avec tous les guillemets qui vont bien, patrimoine vernaculaire. On retrouve la mission de Stéphane Bern, et on l'a dit tout à l'heure. Vous m'interrogez, Madame la Présidente, en disant comment est-ce que ça marche. Mais en fait, les gens qui souhaitent proposer un projet l'intègrent sur le site de la mission Patrimoine en péril. Les DRAC, dans l'ensemble des régions, travaillent sur les projets qui portent sur des monuments protégés, parce qu'on les connaît, évidemment, puisqu'on les protège. La Fondation du patrimoine travaille sur le patrimoine qui n'est pas protégé. Ensuite, on met ça ensemble et on essaie de trouver un équilibre entre les types de patrimoine, religieux, pas religieux, industriel, à l'intérieur du patrimoine religieux, veiller à protéger le patrimoine catholique, mais aussi protestant, les synagogues. On a classé, récemment, il y a une synagogue qui a été retenue. Voilà, on est extrêmement attentif à cet équilibre, à la fois territorial, pour faire que dans les régions, dans les départements, on ait vraiment partout un équilibre. Et surtout, je rejoins la question qui est posée, moitié va au patrimoine protégé et l'autre au patrimoine non protégé. Et comme il y a eu déjà presque 600 monuments qui ont été retenus depuis la création, à la demande du président de la République, de l'auto du patrimoine, sur proposition de Stéphane Bern, on a au moins 300 édifices religieux non protégés qui ont pu bénéficier d'une sauvegarde et d'une renaissance grâce à cet outil. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et puis par ailleurs, on a aussi, je vais ouvrir un débat qui mériterait des heures et des heures de discussion, mais qui est la question des églises qui sont si importantes au cœur de nos villages et qu'on n'a pas envie de voir disparaître, quel que soit le moment où elles ont été construites, même les églises du 19e. Et là, pour le coup, on sait que le culte est de moins en moins important, les paroisses se regroupent, elles sont de moins en moins utilisées, donc finalement elles perdent leur utilité initiale. J'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, il faut une utilité, c'est une vraie préoccupation. Et dans notre pays, on a encore peu l'habitude de l'usage partagé entre collectivités. Ça peut arriver dans certaines communes moyennes. Moi, j'en ai vu à Saint-Omer, j'ai visité une commune, alors une église. Alors celle-là a été désaffectée, ce qui était une étape supplémentaire. Dans cette réflexion qu'on pourrait avoir sur les églises, j'y viens, on pourrait avoir une réflexion sur l'usage partagé. Bon, il faut se mettre d'accord avec le clergé, trouver des conventions types. C'est pas forcément facile, mais ça peut se faire. Et puis, il y a aussi l'étape ultime qui est de dire, on va désaffecter le lieu. Puisque finalement, dans une communauté d'agglomération, on peut avoir plusieurs églises et elles ne sont pas toutes utilisées. Ça peut se faire. Je l'ai vu encore une fois à Saint-Omer, où là, l'église a été transformée en lieu pour la collectivité. Alors, il faut des collectivités qui ont déjà une assise assez grande, mais ça peut se faire. Bref, il y a un champ qui peut être exploré aussi, je voulais le dire également. Je voudrais dire aussi
à Madame Colbock, pardon, je ne veux pas écorcher les noms, à propos du souci qui est le sien des métiers d'art, dire qu'effectivement la ministre va annoncer prochainement un grand plan sur les métiers d'art. C'était une de ses premières priorités. Et franchement, évidemment, je reprends les priorités de ma ministre, mais en tant que directeur général des patrimoines, je ne peux que m'en féliciter, même si les métiers d'art sont aussi du côté de la création. Mais quand on pense à tous ces métiers, les tailleurs de pierre, les charpentiers, les restaurateurs de tableaux, enfin, dans le patrimoine, c'est un capital unique. Donc la ministre va annoncer son plan et je ne vais pas l'anticiper aujourd'hui, ça va de soi. Mais pour répondre à votre question sur le titre protégé pour les conservateurs-restaurateurs, ou restaurateurs-conservateurs, puisqu'il y a, vous le savez bien, un vrai débat sur le nom, la dénomination. Moi, j'ai créé un groupe de travail il y a 2 ans avec les services du ministère pour prendre à bras-le-corps ce sujet. On y a associé évidemment la Fédération des conservateurs-restaurateurs pour avoir la parole des professionnels. Un des soucis de ma direction générale, c'est d'accompagner ces professionnels, parce que c'est notre capital, encore une fois. Et on a travaillé, on a été en liaison avec Raphaël Gérard. On n'est pas tout à fait sur la même ligne que le député, mais je ne veux pas trahir de secret. Le cabinet de la ministre est saisi maintenant de la proposition de ce groupe de travail. Et je pense qu'on devrait pouvoir avancer. D'ailleurs, je crois que c'est aujourd'hui même que la fédération est reçue au cabinet, donc pour discuter des propositions qui pourront être faites. J'ajoute juste un point, il y a des choses qui dépendent du ministère de la Culture, mais c'est aussi un sujet interministériel. Il va falloir se rapprocher des collègues de la ministre qui sont en charge des métiers d'art. Ce n'est pas seulement le ministère de la Culture, et pour aboutir à une proposition de texte qui pourrait vous être soumise. Donc voilà, je ne déflore pas le sujet, je dis juste qu'on l'a pris à bras-le-corps, qu'on y a travaillé, qu'on est au seuil de la décision politique qui pourrait aller dans le sens que vous souhaitez. À Madame Périgot, je dirais que oui, j'entends bien tout ce qu'elle dit, c'est extrêmement important, tous les sujets qu'elle a évoqués sont fondamentaux. Ils dépendent beaucoup du ministère du Logement. J'ai pas forcément, moi, le ministère de la Culture n'a pas forcément toutes les clés pour les aides, par exemple, mais on peut influencer et on travaille en commun avec ce ministère pour faire en sorte que les choses avancent, et vous portez une préoccupation qui est tout à fait légitime, ça va de soi. Je pense que j'ai répondu à tout le monde. Sinon, je m'en excuse. Merci. Oui, je crois que vous avez répondu à l'ensemble des questions des orateurs, mais maintenant, vous avez une nouvelle salve de questions qui s'annonce. Et donc, nous allons commencer par Graziella Melchior. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Directeur général, parce qu'elle est l'urgence première, vous l'avez dit, la transition écologique nécessite une approche transversale et c'est la raison pour laquelle le Président de la République a souhaité en faire l'une des priorités assignées à la ministre de la Culture. Pourtant, lorsque je regarde les missions de la Direction générale des patrimoines et de l'architecture, je trouve peu, voire pas de mention de l'action à mettre en œuvre en faveur de la transition écologique et notamment en matière de sobriété énergétique et d'économie circulaire. Le premier enjeu, naturellement, me semble être la rénovation du patrimoine bâti et son articulation avec la préservation et l'histoire de l'élément du patrimoine concerné. Dans son rapport sur la politique de l'État en faveur du patrimoine monumental publié en juin dernier, la Cour des comptes déplorait d'ailleurs une absence de doctrine claire de l'État articulant protection du patrimoine et transition écologique. Aussi, je souhaiterais que vous nous éclairiez sur la manière dont votre direction aborde la question, notamment dans l'accompagnement des collectivités territoriales, et si, selon vous, il convient de porter des avancées législatives en la matière. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Bruno Bilde. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Directeur général, de nombreux maires nous font part aujourd'hui de leur manque de moyens matériels et juridiques pour préserver l'identité architecturale et patrimoniale de leur commune. Sont notamment mis en cause les nouvelles constructions qui ne s'inscrivent pas dans une tradition de bâti local. Si les zonages monuments historiques ou UNESCO permettent aux élus de se retrancher derrière l'avis des architectes des bâtiments de France, il n'en reste pas moins que ces périmètres sont souvent extrêmement réduits. Si le droit de propriété prévaut, l'attractivité des territoires dépend aussi de la préservation de leur authenticité et de leur diversité. Ne pensez-vous pas judicieux d'élargir les pouvoirs des maires, leur permettant, en concertation avec les ABF, une plus grande liberté dans le fait d'imposer ou de refuser des matériaux ou des prescriptions esthétiques dans les plans locaux d'urbanisme? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Pierre Henriet.
Merci Madame la Présidente, Monsieur le Directeur Général. L'article 8 de la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable précise que les demandes d'autorisation de travaux dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables doivent tenir compte des objectifs nationaux de développement de l'exploitation des énergies renouvelables et de rénovation énergétique des bâtiments. Comment comptez-vous faire évoluer la doctrine des architectes des bâtiments de France afin d'intégrer la prise en compte des objectifs de transition écologique tout en préservant notre patrimoine? Et plus généralement, quels outils envisagez-vous de mettre à disposition des architectes des bâtiments de France pour soutenir la rénovation énergétique du bâti ancien, notamment dans la perspective où les diagnostics de performance énergétique n'ont pas la même pertinence entre le bâti ancien et le bâti contemporain? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Annie Genevard. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Directeur, ravi de vous retrouver. Nous étions venus visiter Fontainebleau avec la Commission il y a quelques années et on avait pu apprécier votre travail. Alors vous avez une direction qui concerne tant de domaines, de la restauration du petit ou du grand patrimoine. Je ne reviendrai pas sur la question des églises rurales qui à nos yeux est importante. À l'épineuse question de la restitution des œuvres d'art, j'y reviendrai, en passant par le rôle essentiel à mes yeux de l'ABF, le rôle de la qualité architecturale, de la construction ou de la rénovation actuelle, publique ou privée. Alors moi, je voudrais revenir sur la question de la restitution des œuvres d'art, monsieur le directeur. C'est une question difficile, hein, et je pense qu'on sera amené à légiférer à nouveau parce que c'est une question qu'on voit revenir. La restauration des œuvres d'art du Bénin ayant constitué une jurisprudence. Moi, je pense qu'il faut aborder cette question avec beaucoup de prudence. Et je ne voudrais pas que le prêt durable soit une façon de contourner le rôle du Parlement dans la restitution, au fond que ce soit une restitution cachée. Et je prends pour exemple le tambour-parleur, qui est un objet absolument remarquable, qui va être peut-être restitué par le biais d'un prêt prolongé à la Côte d'Ivoire. Il faut, sur cette affaire, être d'une très grande prudence. J'aimerais votre avis sur ce sujet. Merci, Madame la députée. Anne Brunira. Oui, merci Madame la Présidente. Bonjour Monsieur le Directeur Général, merci pour tous vos propos. Je ne vous parlerai pas de Notre-Dame de Paris aujourd'hui, que nous suivons tous de près. J'ai entendu que sur le plan cathédral, la ministre fera un point d'étape prochainement. Dès lors, j'ai deux autres questions. En ce qui concerne patrimoine et écologie, un sujet important à Lyon dont je suis députée, ville classée au patrimoine de l'UNESCO, l'adaptation à la transformation écologique est importante et réclame toute la vigilance de nos architectes des bâtiments de France et aussi de tous nos experts du patrimoine afin de respecter notre ville. Et en ce qui concerne les écoles d'architecture, j'ai dernièrement eu un échange avec des experts du bâti qui regrettaient que nos futurs architectes ne soient pas assez formés à la réhabilitation, au contrôle de la structure du bâti dans le cadre d'un vieillissement, du réchauffement et des risques d'effondrement que nous connaissons actuellement dans certaines villes, notamment à Lille. Et donc j'avais une question, qui fait les programmes des ENSA? Comment ça marche? C'est une question que je ne connais pas. Et dernière toute petite question encore lyonnaise, qu'en est-il du patrimoine vivant? Nous avons à Lyon la Maison des Canuts, un musée privé qui s'occupe du patrimoine de la soie et de la soierie lyonnaise. Comment peut-il être aidé? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Christine Loire. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs, la conscience patrimoniale se développe depuis la Révolution française. L'ensemble de nos élus se penchent sur la question de la préservation et la réhabilitation du patrimoine, car c'est un réel coût pour les petites communes. Cependant, nous sommes en 2023 et la situation s'aggrave de plus en plus. J'aimerais vous demander si vous, à la place que vous occupez, vous voyez une amélioration et si vous pourriez nous transmettre les chiffres exacts de l'état actuel de notre patrimoine français. J'ajoute une deuxième question. Plus personnel, vous avez été, sous le mandat de M. Sarkozy, chargé de la mise en œuvre du projet de musée Histoire de France. Ce projet a été abandonné quelques années plus tard en ayant quand même coûté près de 7 millions d'euros. Aujourd'hui, que pensez-vous de cet échec? Que pensez-vous de ce genre de projet devrait être réanimé et relancé? Merci. Merci, Madame la députée. Jean-Jacques Gaultier. Merci, monsieur le directeur. Je reviens sur une question de notre collègue Colboc. Comment concilier la rénovation énergétique
et la préservation du patrimoine, notamment sur le bâtiment ancien. Est-ce qu'un diagnostic de performance énergétique spécifique à l'ancien est envisageable ou envisagé? Ensuite, une question spécifique sur le patrimoine thermal. 88 stations thermales, 113 établissements thermaux, qui témoignent d'une richesse et d'une typicité dans le patrimoine. Vittel, c'est Charles Garnier, galerie thermale, établissement thermal, théâtre, villa, Plombières, c'est Napoléon III, le style empire. Or, si le patrimoine est riche, les collectivités le sont un peu moins. 70% sont des communes de moins de 5000 habitants. Le thermalisme est souvent le principal acteur économique, et derrière la crise sanitaire, les établissements ont été fermés et donc des conséquences économiques importantes. Est-ce que des moyens spécifiques sont envisagés pour entretenir, conserver, préserver ce patrimoine thermal? Merci, monsieur le député. Emmanuel Pellerin. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Directeur, l'État français possède un parc immobilier très important. Plus de 25 000 biens en France et à l'étranger, évalués à plus de 60 milliards d'euros. Depuis quelques années, l'État a décidé de vendre une partie de ses biens immobiliers afin notamment de réduire la dette française. En juin 2022, du mobilier de collection appartenant à l'État français a été mis aux enchères. Il s'agissait d'un ensemble de 20 meubles d'époque allant de Louis XV à Napoléon III, en passant par Louis XVI. Ce lot a été adjugé pour un prix de 3 650 €, sans que des experts du mobilier national ne soient sollicités pour estimer la valeur de ces biens et sans que la vente n'ait fait l'objet d'une publicité préalable dans les journaux d'annonces légales, condition pourtant obligatoire. Plus encore, d'après plusieurs expertises menées a posteriori, ces biens ont été évalués à un prix compris entre 300 000 et 500 000 €, soit 100 fois plus cher. Ma question est la suivante. En tant que garant de la conservation, de la protection et de la valorisation du patrimoine français, j'aimerais savoir quels sont les moyens dont vous disposez pour éviter que ce type de situation ne se reproduise. Merci infiniment. Merci, monsieur le député. Francis Dubois. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Directeur Général. Je souhaiterais vous interroger sur les difficultés posées par le manque de moyens humains dont pâtissent les unités départementales de l'architecture et du patrimoine, particulièrement en zone rurale. En Corrèze, de nombreux projets de préservation du patrimoine ou de restauration des monuments historiques n'avancent pas car les architectes des bâtiments de France, ABF, intégrés aux UDAP, sont trop peu nombreux pour gérer l'ensemble des dossiers soumis. Or, les communes ont besoin d'interlocuteurs comme les ABF et UDAP qui jouent un rôle essentiel de conseil et d'assistance auprès des élus locaux et des maîtres d'ouvrage. Malheureusement, le manque de moyens alloués fragilise les communes, décourage les porteurs de projets, notre patrimoine rural en pâtit. Des conditions pas satisfaisantes en milieu rural, là où des besoins sont forts, les moyens ne sont pas adaptés. Votre direction prévoit-elle de déployer des ressources humaines supplémentaires en milieu rural? Quelles sont vos propositions pour étoffer les équipes des ABF et UDAP sur nos territoires ruraux? Merci. Merci, monsieur le député. Frédéric Meunier. Oui, merci Madame la Présidente. Je vais rebondir sur ce que vient de dire mon collègue, parce que je suis aussi députée de la Corrèze. Malheureusement, au nom de la protection du patrimoine, il y a un pouvoir absolu des ABF. Et les moyens de manœuvre des maires et des particuliers sont limités. On constate que les ABF sont un frein au développement économique de nos territoires. C'est en tout cas ce que me rapportent aujourd'hui les maires de ma circonscription en Corrèze. Alors, nous sommes loin, mais très loin de votre axe politique de l'architecture, à savoir la sobriété, l'emploi et la réhabilitation. C'est à l'opposé de la politique des ABF, en tout cas chez nous, en Corrèze. Concernant la DETR dont vous avez fait état tout à l'heure, il est vrai que dans le cadre de la DETR, il peut y avoir des prises en compte sur la réhabilitation des églises. Je l'ai fait dans ma dotation, tout simplement parce que le préfet m'a suivi sur cette demande. Sinon, si les préfets ne suivent pas, on ne peut pas y arriver. Alors, quel sera votre plan d'action sur ces territoires ruraux que l'on constate souvent abandonnés et quel est votre pouvoir sur les ABF? Merci. Merci, Madame la députée. Belkir Belhaddad. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Directeur Général, pour vos propos liminaires.
Je veux vous interroger sur la décentralisation des musées nationaux qui se pose du fait de la concentration des plus prestigieuses institutions muséales dans la capitale de notre pays, ce qui n'est guère étonnant compte tenu de notre héritage centralisateur. C'est vrai d'autres pays également. 2 expériences ont été menées ces 10 dernières années avec le Louvre-Lens et du Centre Pompidou-Metz. Quel bilan faites-vous de cette expérience et quels sont les accompagnements en matière d'enrichissement à la fois des collections de ces musées, des partenariats scientifiques avec les conservateurs territoriaux, ou bien de la préservation de leur bâti qui, de par leur architecture innovante, ne permet pas toujours aux collectivités locales d'y faire face? Merci. Merci, monsieur le député. Estelle Follest. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Directeur Général, je vous remercie moi aussi de témoigner de l'action volontaire et volontariste que mène l'État en matière de patrimoine, même si nous le voyons, hélas, il reste encore beaucoup à faire. Et je ne vais pas être très originale parce que je suis comme mes collègues ici présents, ainsi que les élus et les habitants de nos territoires et de nos circonscriptions, très attachés au patrimoine. J'avais une question assez pratique. Dans ma circonscription à Sannois, une commune qui se situe parmi les moyennes communes, entre 10 et 20 000 habitants, 30 000 peut-être même, enfin, c'est ce genre de commune que je cible. Nous avons une très belle villa, la Villa Rosée du XVIIIe siècle, qui a servi il y a encore quelques années et pendant 20 ans de musée Utrio, qui mettait à l'honneur les œuvres de ce peintre qui a habité à Montmagny, notamment, et qui a ensuite servi d'hôtel de ville. Il y a peu, quelques années, le maire actuel a pris la décision difficile de fermer cet édifice parce qu'il menaçait de s'effondrer. J'entends que nous avons la DSIL pour essayer de remédier à ce genre de problème. La Fondation du patrimoine également. J'aimerais que vous me disiez si d'autres dispositifs vous viennent, parce que ces deux-là sont très compliqués, je dois bien le dire, et je cherche d'autres solutions. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Alexandre Portier. C'est bon, vas-y. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Directeur, merci pour votre intervention. Je voudrais revenir sur les petites églises qui s'effondrent littéralement partout en France. Et il faut le dire, il y a urgence à bien des égards. 130 parlementaires de la droite et du centre avaient d'ailleurs alerté le président de la République il y a quelques semaines sur le sujet. L'essentiel des églises construites avant 1905 appartiennent pour 90% aux communes et non aux diocèses. Il revient donc aux communes de les entretenir. Elles le font autant qu'elles le peuvent. Dans ma circonscription, dans le Beaujolais, chez moi, on a eu des magnifiques rénovations ces dernières années, à Salles-Arbusonnat en Beaujolais, ou encore le clocher de la petite église d'Ouroux, dans le Haut-Beaujolais. Les communes se battent quand elles le peuvent. Mais beaucoup de communes sont malheureusement asphyxiées de normes et de dépenses, et donc peinent à restaurer ce patrimoine. Aujourd'hui, les communes sont condamnées à être les spectatrices, malheureusement, s'il n'y a pas d'intervention de l'État, de cette déperdition de ce patrimoine. Pour tous les parlementaires que nous sommes, pour les anciens comme pour les plus jeunes, l'Église constitue la mémoire du village, le souvenir de la guerre et des manifestations heureuses. C'est le lieu où on se retrouve à tout moment de la vie, de l'année. On ne peut pas les laisser mourir dans l'indifférence. Donc, est-ce qu'il ne serait pas temps, est-ce qu'il ne serait pas judicieux de demander aux architectes des bâtiments de France d'établir un contrôle régulier de leur état, parce que c'est bien sur le terrain que l'on attend de voir des agents de l'État. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Emmanuel Antoine. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Directeur Général, vous avez rappelé l'intérêt du Fonds incitatif pour le patrimoine créé en 2018 et qui permet une intervention accrue de l'État et des régions pour des travaux concernant les monuments historiques dans les territoires ruraux. Entre 2018 et fin 2021, ce FIP a permis de financer 576 opérations sur tout le territoire national grâce à des taux de subvention majorés pour un montant total engagé de 60 millions d'euros. Pour nombre d'interlocuteurs rencontrés, ce fonds constitue une réussite. Et dans mon rapport pour avis sur les crédits de la mission culture, dans le cadre de la loi de finances pour 2023, fait au nom de cette commission, j'avais pu noter que certaines régions ne participaient pas à ce dispositif ou ne prévoyaient pas de financement. Qu'en est-il aujourd'hui ? Par ailleurs, les départements n'ont pas été associés à ce dispositif, ce qui est bien regrettable, puisque l'échelon départemental permet une bonne connaissance des besoins des communes et que certains départements, dont mon département, le département de la Drôme, ont une politique patrimoniale volontariste. Vous nous avez indiqué une réflexion de Madame la ministre de la Culture sur cette façon d'envisager peut-être l'échelon départemental de l'associé. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Merci Madame la députée. Maxime Minot.
Merci Madame la Présidente. Monsieur le Directeur Général, je voudrais revenir sur les propos de ma collègue Isabelle Périgot. Lorsque l'on parle urbanisme ou logement avec nos administrés, on constate plusieurs choses. Ils sont prêts à faire des travaux pour améliorer les performances énergétiques de leur logement dans un délai plus ou moins long. Et Madame Périgot l'a souligné, le temps d'attente pour disposer des aides pose problème et il faut y remédier. Pour ce qui est des locataires, ils sont également nombreux à souhaiter solliciter leur copropriété pour effectuer ces travaux. Est-ce que vous estimez que ces organisations collectives, dues à la complexité de la diversité des avis, compliquent au quotidien la prise de décision? Et si oui, ne pourrions-nous pas obliger une obligation légale de leur part des copropriétés pour tout ce qui touche à la rénovation énergétique des logements? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Monsieur le président directeur, monsieur le directeur général, pardon, c'est à vous de répondre. Oui, non. Oui, c'est pas. Voilà. Pas, les titres changent, mais vous restez. Donc, vous allez répondre à nos collègues qui, a priori, tout le monde a pu poser sa question. Donc, maintenant, c'est à vous. Merci beaucoup, avec plaisir. Donc, je vais peut-être commencer par les ABF, parce que c'est quand même un sujet important pour la direction générale, pour le patrimoine en général. Les ABF, vous ne serez pas surpris que je les défende et que je me permette de dire que ce sont les gardiens du patrimoine, ce sont les fantassins, les gens qui sont au plus près des territoires pour défendre le patrimoine, pour mettre en œuvre tous les outils. Je réponds ce faisant à l'un d'entre vous, tous les outils qui ont été mis en place et qui se sont simplifiés avec le temps, avec la loi LCAP notamment de 2018, et qui se sont renforcés. Je pense aux sites patrimoniaux remarquables. Pour protéger le patrimoine, il y a une manière, c'est de créer dans sa commune un site patrimonial remarquable. Alors c'est lourd, ça prend plusieurs années, mais c'est extrêmement puissant. Il y a évidemment les abords des monuments historiques. Il y a un outil nouveau qui a été créé, qui sont les domaines nationaux, alors qui sont plutôt concentrés en région Île-de-France, mais pas seulement. En tout cas, il y a tout un arsenal qui est très important et que les ABF mettent en œuvre. Alors c'est vrai que les ABF, contrairement à ce qu'on entend quelquefois, parce qu'il y a des avis très contrastés là-dessus, n'interviennent pas sur la totalité du territoire. Hein. Le territoire protégé, c'est simplement 5%. Les sites patrimoniaux remarquables, les domaines nationaux, si vous additionnez tout, ça couvre 5% du territoire. Bon, on sait qu'on a un territoire très naturel, mais les ABF sont compétents sur 5% du territoire, je tiens à le dire. Et pour moi, c'est extrêmement important que ces ABF puissent rendre leurs avis. Alors j'entends bien que quelquefois, on nous dit qu'ils rendent des avis qui sont divergents d'un endroit à l'autre, que quand l'ABF change, la couleur du volet va changer. Oui, ce sont des réalités à certains endroits, mais je ne vois pas pourquoi on mettrait en cause l'ensemble de la corporation des ABF plus que les contrôleurs des impôts ou les gens enfin, il peut y avoir 2 ou 3 dans des professions, des gens qui font des excès de zèle, et ce n'est pas pour autant qu'on estime que leur travail n'est pas absolument nécessaire. Or, il est absolument nécessaire. Il faut protéger notre patrimoine, et si on n'avait pas les ABF, on n'aurait pas les paysages que nous avons aujourd'hui. En tout cas, ils seraient particulièrement menacés. Voilà ce que je voulais vous dire. Et autre élément, je dois reconnaître qu'aujourd'hui, nous manquons d'ABF. Le métier est devenu peu attractif, il est extrêmement difficile, on a du mal à recruter à certains endroits. Alors il y a des ABF qui fonctionnent bien, mais il y a des endroits où c'est difficile. Certains d'entre vous en portent témoignage et j'en suis particulièrement conscient. On fait tout ce qu'on peut aujourd'hui pour revoir l'attractivité du métier. On a revalorisé les ABF qui sont des architectes urbanistes de l'État qui appartiennent au ministère de la Culture et qui sont pour le moment un peu décalés en termes de rémunération par rapport aux ABF, aux architectes urbanistes de l'État qui travaillent pour le ministère de la Transition écologique. Ça n'est pas normal. Donc on est en train de les aligner, de les revaloriser. On travaille sur l'attractivité. C'est extrêmement important d'avoir à nouveau ces défenseurs du patrimoine qui s'engagent et franchement, ce sont des gens extraordinaires qui connaissent particulièrement bien les territoires et qui défendent le mieux possible nos paysages, que ce soit les paysages naturels ou les paysages construits. Voilà ce que je voulais vous dire sur les ABF. Un mot peut-être pour changer de sujet, à Madame Genevard, pardon de vous écorcher, mille pardons, Genevard, parce que c'est un sujet qui est très important, que vous allez être saisi de cette loi cadre. Ça va évidemment être très intéressant, je pense,
peut-être que vous me réauditionnerez, mais ce sera passionnant d'essayer que la représentation nationale travaille sur les critères de restitution, parce que l'idée, c'est pas de vider les collections publiques, c'est de restituer ce qui doit l'être, parce que c'est entré à tort, et il faut définir le côté illégitime ou illégal de l'entrée dans la collection. Donc il y a un énorme travail sur les critères qui vont encadrer la décision de l'État, puisque le Parlement définira les critères, les périmètres, et ensuite l'État pourra remettre les œuvres. Et moi, je pense que plus vite le Parlement sera saisi de cette question, plus vite on évitera les dépôts que vous évoquez. Parce que les dépôts que vous évoquez ne sont pas des dépôts normaux. C'est-à-dire que ça enfreint le principe de l'inaliénabilité des collections, puisque finalement on les fait sortir temporairement sous couvert de dépôt, et ce n'est pas satisfaisant. Donc la loi cadre permettra de régulariser les situations qui devront l'être, et puis de les éviter à l'avenir. Donc on va être dans un cadre qui sera beaucoup plus articulé. Mais voilà, je pointe du doigt ce sujet. Dans le même ordre d'idées, même si ce n'est pas tout à fait le même principe, je ne peux que partager l'émotion du parlementaire qui s'est ému de ce qui s'est passé à Grignon, puisqu'effectivement, il y a eu une vente qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Alors, vous me disiez, mais vous me demandiez que peut faire la Direction générale des patrimoines. Au cas particulier, vous l'avez vous-même dit, l'institution qui doit être saisie, c'est le mobilier national. Et la responsabilité de cette opération, c'est le propriétaire du mobilier. Et c'est lui qui va devoir rendre des comptes, puisque la Cour des comptes, vous l'avez peut-être noté, s'est saisie de ce sujet pour en faire un premier cas d'application de la mise en jeu de la responsabilité des ordonnateurs. Là, vraiment, la Cour a considéré qu'il y a eu un dol pour l'État. Enfin, je ne sais pas si elle l'établira, mais elle pressent qu'il y a eu une perte pour l'État, et vous l'avez très bien articulé sur le plan mathématique. Et donc, la Cour des comptes va analyser la manière dont les choses se sont passées. En effet, le mobilier national n'a pas été saisi. Le ministère de la Culture, pour être tout à fait clair, avait saisi son collègue de l'Agriculture en demandant la possibilité d'envoyer une mission de conservation à l'intérieur de cet endroit pour pouvoir prendre la mesure des collections qui y étaient conservées. Alors peut-être qu'ils n'auraient pas vu qu'il y avait un mobilier précieux, peut-être qu'on ne leur aurait pas montré, mais en tout cas, ce souhait avait été exprimé, il n'a pas été entendu. La Cour des comptes fera la lumière sur tout ce sujet. C'est un très beau cas d'école. C'est un très beau cas d'école. Heureusement pour notre pays, il ne s'en produit pas tous les jours, mais celui-là, il faut qu'on l'expertise pour qu'on en tire les conséquences. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Sur le patrimoine thermal, j'ai peur que, pour répondre à l'intervenant, on n'ait pas un plan spécifique pour ce patrimoine. On en est conscient, évidemment, parce qu'il est extrêmement précieux pour notre pays. Et d'ailleurs, il a été honoré dans le cadre de la mission Berne. Si je me souviens bien, Vichy a pu en bénéficier. Vichy, mais c'est que Vichy, mais voilà. Mais en tout cas, il y a une préoccupation pour la qualité de ce patrimoine, mais pas de mobilisation spécifique en dehors des régions dans lesquelles ce patrimoine est présent, évidemment, et pour lesquelles ça doit être une priorité. J'ai eu plusieurs fois l'occasion déjà de dire qu'une des difficultés de la mission qui est la mienne, c'est, je réponds là à plusieurs intervenants, c'est de trouver l'équilibre que vous appelez de vos voeux entre la transition écologique et la protection du patrimoine. Je le redis, ça a supposé de la part du ministère de la Culture de quitter sa posture défensive. Si on était resté sur une posture défensive en disant « circulez, il n'y a rien à voir, on protège le patrimoine et vos panneaux photovoltaïques, vous les mettez en dehors des zones protégées », je pense que le rapport de force n'aurait pas été en notre faveur et on aurait tout perdu. On aurait finalement été obligé d'accepter la fin de l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France, et donc on aurait vu fleurir dans nos centres-villes des panneaux importés de Chine à bas coût sur l'ensemble de ces secteurs protégés. Ça n'est pas ce qui s'est fait. Pourquoi ? Parce qu'on a travaillé, l'un d'entre vous m'a posé la question, à une instruction commune. Les services de l'État se sont saisis du problème, le ministère de la Culture a accepté, pardon, j'ai employé l'expression tout à l'heure, de lâcher du lest, mais de sortir de cette position défensive, d'accueillir cette préoccupation importante aujourd'hui pour nos concitoyens qu'est la transition écologique, en disant oui, on peut en mettre dans les secteurs protégés, mais pas sur les monuments historiques, sauf exception. Prenez l'exemple de Versailles. On ne va pas mettre des panneaux photovoltaïques sur le château, mais dans le fond du parc, quelque part dans un hangar, on peut peut-être en mettre. C'est pas en co-visibilité. Il faut être simplement
souple, intelligent, pragmatique. Et je voudrais rappeler que si on veut avancer sur ces sujets, il faut que les porteurs de projets aillent voir les ABF. Alors, on revient au sujet précédent, y a-t-il assez d'ABF? Bon, mais les ABF sont là et dans beaucoup de cas, ils déminent les sujets avant même que le conflit ne se noue. C'est très important de l'avoir en tête. Le rôle des ABF, c'est de trouver des solutions. Ce n'est pas des enquiquineurs, pardon, j'allais prendre un autre terme que quelquefois on entend prononcer. Il ne faut pas les voir comme ça, même si je ne nie pas que ça peut être ressenti comme ça. Ce sont des gens, en tout cas, moi j'attends d'eux, qu'ils trouvent des solutions et ils en trouvent. Et voilà, donc on a fait ce mouvement et bien nous en a pris parce qu'on a pu donner cette instruction conjointe ministère de la Culture, ministère chargé de la transition écologique, ministère chargé de la transition énergétique qui a accepté de signer et ça a emporté l'adhésion de la représentation nationale parce que vous avez accepté de maintenir l'avis conforme de l'ABF. Je vous le disais, et ça je réponds à d'autres d'entre vous, on est en train de faire le même travail pour l'isolation thermique, qui est un énorme sujet. Alors je le redis, les textes prévoient que les monuments historiques échappent à ces préoccupations, mais ce n'est pas le cas du bâti ancien. Donc il faut voir comment on définit le bâti ancien, comment on adapte le fameux DPE à ce bâti ancien. Là, on est en train d'y travailler. Et mon souhait, je ne sais pas si on y arrivera, mais c'est que de la même manière, on arrive à faire signer les ministères de l'énergie, de la transition écologique et de la culture pour donner des instructions sur le terrain qui seront ensuite adaptées sur le terrain. Parce que on peut pas, là aussi, il faut bien le comprendre, on ne peut pas tout régler de Paris. C'est absurde. Ce n'est pas à des parlementaires que je vais dire qu'on peut faire une doctrine qui règle tout. On veut simplement, et ça c'est une demande du terrain, donner des guides, des lignes directrices qui sont ensuite appliquées intelligemment, on l'espère, sur le terrain pour résoudre les problèmes. Je voulais vous dire ça qui me semble très important. J'ai l'impression que... Ah oui, un petit mot du FIP, puisque ça m'a été demandé par Madame Antoine. Oui, moi je vous l'ai dit, je crois vraiment à cet outil. Je l'ai d'ailleurs proposé dans la préparation du budget 2024 à la ministre de demander à son collègue du budget une rallonge sur ce sujet. J'espère que vous la voterez si elle vous est présentée. Il y avait une région qui n'était pas encore dans le FIP, c'est la Normandie, mais elle l'a été malgré tout parce que les départements s'en sont saisis. C'est-à-dire que les départements se sont dit, ça ne se fait pas au niveau régional, on va le faire au niveau départemental, ce qui d'ailleurs nous conduit à penser que, je vous l'ai dit tout à l'heure, on pourrait aller dans le sens de la départementalisation. Simplement, je suis convaincu que là, pour le coup, il faut qu'on ait plus de crédits parce qu'on a consommé tous ces crédits. Et on est parti de 14 millions, je ne veux pas dire de bêtises, mais d'étape en étape, on est maintenant à 18. J'aimerais passer à 20, mais je pense qu'il faut développer ce fonds. Il est extrêmement utile et très proche du terrain. Alors, encore une fois, la limite de ce fonds, c'est qu'il est affecté au patrimoine protégé. Voilà, conformément. Voilà, donc je pense que j'ai répondu à votre question. Il me semble que je suis à jour de presque tout. Oui, juste un mot pour vous dire que le plan cathédrale que la ministre va évoquer bientôt, c'est le plan sécurité cathédrale. Parce que le plan cathédrale, c'est un plan qui a visé à remettre les cathédrales à niveau. Voilà, là, notre préoccupation, c'est la sécurité dans les cathédrales. Notre-Dame fonctionne comme un laboratoire. Pour Notre-Dame, on a les moyens de prendre en compte toute une série de préoccupations, de tester des dispositifs sur Notre-Dame. On ne les déclinera pas forcément à l'identique dans l'ensemble des cathédrales, ça serait difficile, mais en tout cas, on en tire les leçons pour l'ensemble des cathédrales. Et déjà, beaucoup a été fait, c'est ce que dira sans doute la ministre, et on veut amplifier ce mouvement. Vous savez qu'on a quand même connu, 1 an après l'incendie de Notre-Dame, l'incendie de la cathédrale de Nantes, qu'on est en train de restaurer. Là aussi, ça sera une priorité de mon budget pour l'année prochaine. Ça l'est déjà cette année. Il n'y a aucune raison qu'il y ait un décalage entre Nantes et Notre-Dame. On veut évidemment montrer qu'il y a la souscription nationale, l'émotion, mais l'émotion aurait pu être tout aussi grande à Nantes. Ce n'est pas le parti qui a été pris, c'est l'État qui finance directement. Et c'est très bien. Donc il faut qu'on y arrive. Mais on ne veut pas passer sous silence le travail énorme qui est fait aussi pour l'ensemble des cathédrales. Madame la Présidente, il me semble qu'il y a une question à laquelle vous n'avez pas répondu. En fait, il y a la question d'Anne Bruniera, en fait, qui comportait 2 questions, puisqu'il y avait le patrimoine vivant, mais il y avait aussi la formation par rapport aux nouvelles contraintes. Donc voilà, c'était ces 2 questions auxquelles vous n'avez pas répondu, mais autrement, effectivement, vous avez répondu à l'ensemble des questions.
Alors, sur la formation, évidemment, il y a dans le cadre de l'autonomie qui est la leur, les écoles d'architecture ont leur autonomie pédagogique, mais en même temps avec le contrôle des autorités, puisqu'on est dans le cadre de l'enseignement supérieur, donc il y a une vérification des programmes, et nous, on donne des orientations. Donc sur la transition écologique, c'est vraiment une orientation très forte. Après, la question que vous posez, elle est très concrète. Oui. Alors, il y a aussi une personnalité différente des écoles les unes par rapport aux autres. Certaines ont des spécialités plus ou moins marquées, donc elles ne sont pas forcément toutes alignées sur les mêmes programmes. Elles ont une sorte de fil directeur de personnalité en termes de programmation. Et pour le patrimoine vivant, je ne sais plus tellement quelle était votre question, mais en tout cas, je suis aussi... Oui, alors moi, je suis aussi en charge du patrimoine immatériel. C'est-à-dire que dans le cadre des grandes conventions de l'UNESCO, on a évidemment la protection du bâti, évidemment, et on a la chance de pouvoir encore proposer chaque année aux instances du patrimoine mondial un site pour la France. Donc on a indiqué que cette année, on allait présenter le dossier de Nîmes. Mais voilà, la Maison Carrée, exactement. Mais j'ai aussi la charge du patrimoine immatériel et donc des savoir-faire, de la culture, et donc de tout ce savoir-faire qu'il y a sur nos territoires. Et on l'examine dans le cadre d'une commission nationale, on l'inscrit à l'échelon national et ensuite on le propose au niveau international si on pense qu'il y a des chances qu'on puisse aboutir. Là aussi, on peut présenter un dossier par an. Mais c'est évidemment quelque chose de très important et qui est notamment très important dans les territoires d'outre-mer. Je n'ai même pas prononcé le terme, mais c'est pourtant très important dans le domaine du patrimoine parce que là, on a moins de patrimoine bâti. Et donc, en revanche, on a beaucoup plus de traditions, de savoir-faire qu'on peut mettre en avant sur le plan international. Et c'est une vraie préoccupation. Merci en tout cas de votre question. Oui. Merci beaucoup, Monsieur Hébert. Vous nous avez éclairé sur différents aspects et les échanges ont été riches. Merci. Donc, effectivement, je pense que vous aurez l'occasion de revenir devant notre commission. Donc, moi, je vous dis, mes chers collègues, merci aussi pour toutes vos questions et vos contributions et que nous nous retrouvons mercredi prochain à 10h30 pour entendre le président du CNC et l'après-midi pour une visite de l'INA ouverte à tous ceux qui le souhaitent. Donc, je vous souhaite une bonne fin de matinée et on se retrouve dans l'hémicycle cet après-midi pour la suite de la loi JOP.